L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 186. Nous sommes le 7 février. Notre invité ce soir est Eddie Haight. L'hebdo politique. Eddie Haight, bonsoir. Bonsoir. Maire de Carrières-sous-Poissy, conseiller régional, conseiller communautaire aussi. Est-ce que vous êtes, Eddie Haight, ce soir, ce dimanche soir, un élu heureux de voir que nous ne sommes pas reconfinés? C'est ce qu'a annoncé en tout cas Jean Castex jeudi soir, même si la menace continue de planer pour plus tard. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, d'abord, merci de cette invitation. Et oui, heureux de pouvoir exercer déjà la belle fonction de maire et d'aller à la rencontre des populations, même dans les moments difficiles que nous traversons, qui sont ceux liés à la crise sanitaire de la Covid. Heureux, en effet, que nous ne soyons pas reconfinés. Ça reste quand même un processus assez archaïque et moyenâgeux, le confinement, puis ça serait la démonstration de l'échec de tout ce qui est entrepris. Donc, espérons vraiment que l'effort collectif paye et que nous ne soyons pas reconfinés. Mais néanmoins, ça... je dirais, ça ne nous... comment dire ? Ça ne nous protège pas des... Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne nous dispense pas de faire le bilan de ce qui a été fait et de tirer les leçons des erreurs qui ont été commises. Voilà. Vous, quel regard justement vous portez sur ces mois de crise ? Il y a des élus qui sont très critiques, d'autres qui disent que c'est très compliqué, qu'il faut faire preuve d'humilité vu la période qu'on traverse. Vous, quel est votre point de vue ? Ouais, alors oui, c'est compliqué. Oui, il faut faire preuve d'humilité parce que pour le gouvernement, comme pour chacune et chacun d'entre nous, c'est la première fois qu'on est confronté à une telle situation. Hein. Il ne s'agit pas de gérer la crue de la Seine, même si en ce moment beaucoup de maires des Yvelines y sont confrontés, et c'est le cas à Carrières-sous-Poissy. Mais de l'humilité, mais en même temps, il faut reconnaître quand même qu'on a l'impression parfois de naviguer à vue, de recevoir des injonctions contradictoires, des informations très tardives. Depuis la rentrée, ces 3 nouveaux protocoles sanitaires pour la restauration municipale, c'est très compliqué. Vous avez dans nos cantines des personnels qui sont à bout, fatigués. On ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas sans arrêt nous rajouter des contraintes. Et il faut se poser la question des cantines aujourd'hui qui sont véritablement des passoires sanitaires aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour vous, par exemple, il faudrait mettre fin à la cantine du midi en milieu scolaire. C'est trop dangereux quant aux contaminations ? Moi, ça serait la mort dans l'âme que je fermerais mes cantines parce que ce serait un échec opérationnel et puis psychologiquement et sur le plan aussi du suivi social aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent qu'à du suivi particulier des enfants sur le plan social, ce serait un échec. Mais il faut aussi que l'État entende les difficultés qui sont les nôtres. À Carrières-sous-Poissy, pour tenir suite aux dernières modifications du protocole, on a vous en avez eu un le 18, un le 25 et encore un autre début février. Là. Voilà, le 1er février. Ouais. Voilà. Et donc on se retrouve à avoir mis à disposition 11 agents supplémentaires pour les cantines, rajouter des tables, des chaises, ouvert de nouveaux locaux. À un moment donné, on va arriver au maximum. Et on va arriver au maximum parce qu'on ne nous concerte pas sur les processus qui doivent être mis en place. Maintenant, en tant que maire, je suis avant tout un élu en responsabilité. Donc on tente d'appliquer tout ce qui peut être applicable et tenir un discours de prévention aux populations. Pour la première fois, on a l'impression que l'exécutif fait le choix de la responsabilité envers les Français, les responsabilise, il leur fait confiance et en gros on a l'impression que le jeu c'est que si on continue comme ça, on ne sera pas reconfiné. En revanche, si vous partez trop en vacances, vous rencontrez trop vos amis et votre famille, attention à la sanction. Est-ce que vous portez ce jugement-là ? C'est la limite de l'exercice. À partir du moment où vous pouvez quand même circuler et aller au travail, et on voit à quel point l'appel au télétravail n'est pas suivi, puisque la ministre du Travail annonce recevoir prochainement des représentations patronales pour rappeler l'importance du télétravail. Les bus, les métros sont bondés. Les dysfonctionnements des transports publics s'ajoutent à cette ambiance anxiogène. Donc ça ne fonctionne pas. Et il y a effectivement un sujet sur les mobilités liées au travail. Ça, c'est une réalité. Ça ne fonctionne pas. Là-dessus, il y a pour moi urgence à agir. C'est vrai que les vacances qui s'annoncent dans les différentes régions de France, les vacances de... On rappelle que les mouvements seront possibles. Oui, il n'y a pas de restriction en la matière. Justement, mais après, le gouvernement a raison de faire confiance. On est tous des adultes responsables. On avait reproché ça pendant le premier et le deuxième confinement, un peu
cette infantilisation, là pour le coup c'est l'inverse. Est-ce que vous pensez qu'on a raison quelque part de faire confiance ainsi aux Français quand on voit ce plateau très haut et ces chiffres qui continuent d'augmenter, hein. Alors, on voit pas comment ils vont baisser avec les variants. Alors, vous avez raison, mais il faut faire confiance aux Français. Déjà, ce sont des adultes responsables, des êtres libres et conscients. Mais deux, il y a aussi une soutenabilité aujourd'hui. Et on arrive au bout de ce qui est acceptable en termes de, non pas de privation de liberté, mais de renonciation à des temps sociaux, des temps de partage, des temps d'amitié, des temps d'échange. Et donc, ces vacances peuvent permettre aux familles de se retrouver. Mais moi, je leur fais un appel solennel à toutes et à tous. Respectons vraiment les gestes barrières, même dans les moments qui nous paraissent les plus évidents du quotidien. C'est important de faire attention parce que il va falloir reprendre le cours d'une vie normale. La vaccination est un cap salutaire pour ça. Donc, j'espère que la stratégie vaccinale va être corrigée. Aujourd'hui, il y a des annonces qui sont faites, mais des annonces en termes de rendez-vous. Je préférerais des annonces en termes de doses. On a raté le rendez-vous du vaccin français, donc ça ne fonctionne pas là-dessus. Et donc moi, je suis assez inquiet sur cette étape-là qui est essentielle pour les Françaises et les Françaises. Se faire vacciner, c'est avoir la perspective de retrouver une vie normale. On va parler du vaccin, mais juste sur cette possibilité de confinement. Jean Castex a quand même dit que c'était possible, en cas de mauvais chiffres, de reconfiner, qu'il n'hésiterait pas à prendre ses responsabilités. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'élu local, est-ce que vous constatez sur le terrain que les Français pourraient être confinés une troisième fois? Est-ce qu'il tiendrait le coup, d'un point de vue psychologique, social, économique, d'être reconfinés 3, 4 ou 5 semaines? Qu'en est-il? Immédiatement, je vous dirais non. Et en fait, je pense qu'après réflexion, je vous dirais oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a la volonté pour chacun et chacune de s'en sortir. Néanmoins, il y a aujourd'hui des difficultés liées à la santé mentale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en dépression. Vous le constatez-vous sur le terrain? Oui, bien sûr. Le CCAS, les directions des solidarités qui sont à Carrière-sous-Poissy, aujourd'hui, traitent de nombreuses personnes qui sont perdues, qui ne comprennent plus l'utilité sociale qui est la leur. Et puis après, vous avez une paupérisation liée à une perte d'activité. Et donc, vous avez quand même un climat social très particulier. Je pense que ne pas reconfiner, c'est aussi peut-être donner un espoir, et c'est une responsabilité qui est prise. Voilà, on dit que évidemment on pourrait reconfiner, et en même temps on dit que on pourrait aussi réouvrir de façon anticipée des lieux culturels circulants. Donc bon, voilà, on voit bien quand les résultats du respect des règles et des gestes barrières seront déterminants. Un mot sur les habitants de votre ville, les Carriérois, les plus fragiles déjà de base. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite, pour ceux qui déjà ont des difficultés économiques dans la vie de tous les jours classique, même si ça fait 1 an qu'on l'a mis de côté, cette vie classique? Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières? J'ai des inquiétudes déjà, et j'ai une pensée aussi pour tous nos commerçants et restaurateurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir réouvrir du tout à part une courte période. Donc j'ai vraiment une pensée pour eux parce que ça va être très difficile pour eux de survivre à cette période et de pouvoir reprendre. Et quant aux personnes... vous avez des chiffres, par exemple, sur des gens qui vous appelleraient plus au CCAS, vous l'évoquiez? Oui, on a bien 15 à 20% d'appels supplémentaires sur des situations très particulières, de l'aide alimentaire, du soutien. On a mis en place des écoutes psychologique, on a mis en place un accueil confidentiel et particulier, on a renforcé aussi nos permanences juridiques pour accompagner les personnes qui auraient des difficultés avec leur loyer lié à des pertes d'activité. Donc on essaye de tout azimut d'accompagner les gens dans cette période-là. Et là, le rôle des maires, il est essentiel. Ça ne craque pas? Vous pouvez continuer à assumer tous ces besoins-là? C'est tendu budgétairement, donc se posera la question à un moment donné de la prise en charge de toutes ces nouvelles dépenses par l'État. Puis c'est tendu pour nos agents publics qui, eux, parce qu'ils servent le public, sont mis sous tension et sous pression. Et j'ai aussi une pensée pour tous nos agents fonctionnaires qui réalisent un travail extraordinaire en ce moment. Eddie Haidt, est-ce que vous êtes un élu qui reste optimiste aujourd'hui? Après 10 mois de crise, vous parliez des difficultés financières, on parlait des difficultés psychologiques et économiques de nombreux habitants du territoire, et puis on parle de carrière, mais c'est partout en France. Est-ce que vous restez optimiste? Ouais, je crois fondamentalement qu'on va s'en sortir. La France, elle est résiliente, elle l'a prouvé. Il faut qu'en 2021, on commence la reconstruction. 2020, on a tous appris la résilience. Maintenant, on va apprendre à reconstruire notre pays, à refaire sens. Voilà. Moi, je suis assez optimiste parce qu'on a un beau pays, et les Français, quoi qu'on en dise, et quelle que soit la façon dont on peut les caricaturer, ils sont responsables et disciplinés. Voilà. Une nouvelle problématique pour vous qui va se faire jour suite aux annonces jeudi soir de Jean Castex, c'est l'arrivée des tests salivaires dans les universités et les écoles. Les maires ont évidemment en charge la gestion des écoles maternelles et primaires. Est-ce que c'est une problématique quant à la logistique et sa mise en place qui là vous inquiète? On sait qu'il y a eu la problématique des masques
après des tests, maintenant de la vaccination, on va tester les enfants. Vous pensez que ça va se passer bien cette fois-ci ? On attend déjà d'avoir des informations un petit peu précises. Oui, parce que ça a été annoncé il y a peu comment de on peut temps, accompagner et mettre de la logistique à disposition. Vous parliez des masques pour les enfants de plus de 6 ans. La ville avait fait le choix d'acquérir des matériels de protection, des masques pour enfants de type chirurgical, pour permettre à ceux de l'État d'arriver qui sont arrivés bien tard. Voilà. Maintenant, c'est fait, même si l'État considérait que c'était aux familles, mais il faut accompagner les gens. C'est une période particulière. Sur la question des tests salivaires, je veux dire, on attend vraiment d'être informé aujourd'hui des modalités de mise en œuvre. Mais s'il faut être à nouveau à côté de l'État parce que nous sauvegarderions ainsi les populations, nous le ferions. Il y a eu beaucoup de couacs depuis 10 mois dans la relation État-collectivité. Là, vous pensez qu'on a appris et que ça va bien se passer tout de même cette fois-ci, ou alors vous craignez qu'il y ait là aussi des gros problèmes de gestion? Cette crise, elle a montré deux choses. La nécessité de renforcer la coopération entre le préfet et le maire avec des interventions plus directes, des échanges plus francs. Et en même temps, ça a montré qu'il y a un besoin d'État dans ce pays et qu'on ne peut pas sans arrêt dire c'est aux autres de faire ou de confier à des agences indépendantes. Il y a une balance à trouver, il y a un point d'équilibre. Moi, je ne suis pas girondin, je suis plutôt jacobin dans l'esprit. Je crois à un État fort qui régule et qui assure ses missions régaliennes. Et je considère que la politique de santé, elle doit être éminemment menée par l'État en appui sur les collectivités territoriales. Mais c'est pas aux régions de diriger les ARS. Le maire n'est pas un chef d'hôpital. Par contre, on est là pour mettre de la logistique à disposition. On sert l'État à travers le mandat qui est le nôtre en fonction des orientations et des crises. Parmi les annonces de jeudi soir, et on va passer à un autre sujet, il y a aussi ces nouveaux rendez-vous qui vont être possibles en février et en mars. Jean Castex a annoncé 1,7 million de nouveaux rendez-vous. Ça fait suite au couac survenu avec c'est au début les Français qui ne semblaient pas vraiment partants quant à se faire vacciner, puis il y a eu beaucoup de demandes, une prise de rendez-vous très difficile. Quelle est la réalité du territoire à Carrières-sous-Poissy? Est-ce que les gens arrivent à prendre rendez-vous, à se faire vacciner, notamment les plus anciens, les plus fragiles? Alors, au nom de théories fumeuses ou de délires complotistes, on a dit tout et n'importe quoi sur les vaccins. Moi, j'ai rien contre ceux qui veulent pas se faire vacciner, mais une majorité de Français est pour le vaccin aujourd'hui et pour se faire vacciner. Oui, ça a basculé, et une majorité de Français est pour un passeport vaccinal parce qu'ils veulent reprendre une vie normale. Donc, immédiatement à Carrières, on s'est mis à disposition de l'État pour ouvrir un centre de vaccination. On nous a dit oui sur le principe, mais on n'a pas de dose. Donc, il va falloir quand même maintenant, au-delà d'ouvrir des rendez-vous, redonner confiance aux Français et prouver qu'il y a bien des doses. Nous, aujourd'hui, on réoriente, on a mis en place du transport à la demande pour accompagner vers le centre de vaccination, notamment de Poissy, chez mon collègue Carl Olive, même si je rappelle que les centres de vaccination doivent pouvoir accueillir n'importe quelle population du territoire si cette personne a un rendez-vous. Donc je le dis aussi parce qu'il n'y a pas forcément des centres de vaccination territorialisés. Néanmoins, nous, à Carrières, on se bat pour ouvrir un centre de vaccination dit de proximité qui pourrait permettre de vacciner 5000 personnes par mois. Et les gens, vous savez combien de personnes sont vaccinées, par exemple, des Carriérois, précisément? Vous avez des chiffres? Non, alors on sait qu'il y a une forte demande de la part des plus de 75 ans et puis des pathologies concernées, puisqu'on reçoit beaucoup d'appels en mairie de gens qui nous disent on nous a annulé notre rendez-vous ou on n'a toujours pas eu notre rendez-vous. Les fameuses difficultés. Les fameuses difficultés, il y en a eu beaucoup. Certains se débrouillent, vont à Paris, etc. Voilà. Dans quelque chose qui aurait dû être fluide, rassurant, on en a fait un élément anxiogène où chacun va trouver une solution de débrouillardise. Non, là c'est une politique de santé. Quand je vous parlais d'un État qui assure cette mission-là, et là on s'y retrouve pas justement. Vous disiez favorable à un passeport vaccinal. C'est un sujet qui est encore en discussion. On ne sait pas vraiment sur quelle échelle il pourrait se mettre en place. Est-ce que c'est pour voyager à l'étranger? Est-ce que ce serait pour rentrer dans un restaurant ou dans un théâtre? Quelle est votre position sur le sujet? Vous êtes favorable, mais jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème juridique et puis plutôt moral à demander à des gens, par exemple, qui pourraient rentrer dans un théâtre? Voilà, si vous êtes vacciné, oui. Si vous ne l'êtes pas, non. Toutes ces questions, elles sont légitimes. Mais on constate une chose, c'est que l'OMS nous dit qu'il n'y aura pas d'immunité collective en 2021. Certains spécialistes de la santé disent qu'on n'aura pas un retour à la vie normale avant 2022. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Puisqu'on ne reconfine pas, puisqu'on reprend partiellement des activités et qu'on ne peut pas avoir une vie normale. Donc il faut bien permettre à celles et ceux qui sont déclarés sains parce qu'ils sont vaccinés de pouvoir reprendre une vie normale et partielle. Le pays doit redémarrer. On ne va pas continuer cette décroissance qui s'organise. Donc il faut parler du sujet et ne pas hésiter à le lancer. Le passeport vaccinal existe déjà en France. Si vous devez vous rendre dans des pays, dans des régions ultramarines françaises ou même dans certains pays étrangers. Mais c'est pas pour aller au restaurant ou au théâtre. Non, mais pas pareil. Cet outil existe
déjà. C'est un petit livre jaune, c'est un livret vaccinal. Moi, pour me rendre en vacances, j'ai dû aller me faire vacciner, avoir ce livret vaccinal. Donc ça existe, ce passeport vaccinal. Donc il n'y a pas de sujet sur l'outil. Après, il faut en définir le périmètre. Mais fermer le débat en disant c'est pas le sujet, etc., c'est une erreur. Il faut donner une perspective aux Français et aux Françaises. Eddie Hecht, vous avez été réélu au mois de juin dernier. Vous étiez précédemment le maire de la ville entre 2008 et 2014, maire de Carrières-sous-Poissy. Vous avez été réélu dans un contexte forcément très particulier. Qu'est-ce qui, en tant qu'élu local, change pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez évolué aussi, vous, en tant qu'élu, entre 2008-2014 et aujourd'hui, et cette crise particulière ? Merci de me poser cette question, parce qu'effectivement, beaucoup de maires ont été réélus dans ce contexte si particulier. Et à Carrières, c'est tellement particulier que la participation a augmenté entre les deux tours. Donc il y a eu un choix d'alternance qui nous donne à faire mieux, différemment de ce que j'avais pu faire entre 2008 et 2014. Et c'est pour moi un mandat totalement différent. Déjà, le contexte l'impose. Oui, bien sûr. Oui. Ensuite, c'est un mandat pour moi... Dans l'approche plutôt personnelle. Voilà, dans l'approche personnelle, c'est plutôt un mandat de l'accomplissement. C'est-à-dire, j'ai le fait d'avoir pu revenir aux commandes de la ville, qu'on m'ait fait une nouvelle fois confiance, qu'on m'ait dit oui, on vous donne l'autorisation de revenir. Je l'ai vu avec, déjà pour moi une grande fierté, un signe de confiance et puis une nécessité d'être reconnaissant. Donc il y a la volonté de mener des politiques publiques efficaces et c'est vraiment pour moi un accomplissement que ce deuxième mandat. Ces politiques que vous souhaitez mener, est-ce qu'elles vont devoir être réévaluées à l'aune de la crise et de l'impact financier de la Covid ? Est-ce que le programme que vous aviez établi et auquel vous avez dû réfléchir pendant 6 ans, j'imagine, aujourd'hui évolue ? Oui, en quelques semaines, quelques mois. Forcément, évidemment, et en même temps, et dans quelle mesure alors ? Ce projet, on l'avait déjà pensé en termes de solidarité, en termes d'accompagnement, en termes de politique de santé, en termes de politique sociale, sur la manière d'avoir une politique éducative plus efficace. Ça vous oblige à être, malgré l'éloignement, beaucoup plus proche et beaucoup plus empathique, beaucoup plus à côté, beaucoup plus accompagnant. Je passe beaucoup de temps en journée à téléphoner directement à des administrés qui, en mairie, font part soit d'un mécontentement parce qu'ils n'ont pas eu accès à telle ou telle chose, soit parce qu'ils s'inquiètent ou s'interrogent. Voilà, on passe beaucoup plus de temps et l'ensemble des élus de ma municipalité sont mobilisés à accompagner davantage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque vous avez moins de temps de rencontre, moins de réunions où vous pouvez vous confronter avec les gens, c'est-à-dire autant vous faire féliciter que de vous faire mettre en cause. Ce temps-là qui nous manque, et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir être en situation d'aller argumenter, d'aller convaincre. Donc j'espère qu'on pourra retrouver ces moments de confrontation et de construction. On a besoin de se nourrir de ces échanges-là. Donc sur le plan personnel... Et sur les projets, les investissements qui sont prévus, est-ce que certains vont devoir être étalés ou annulés ? Alors tout à fait, sur les investissements, vous en faites moins, parce qu'il y a des dépenses nouvelles avec le Covid, et ça dépasse des centaines de milliers d'euros par an en ce qui concerne Carrières-sous-Poissy. Mais on maintient nos axes prioritaires que sont l'éducation et la création de nouveaux services publics, donc de nouveaux équipements dans les quartiers. Est-ce que vous regrettez d'avoir baissé la taxe foncière quand vous avez été réélu, puisque c'était dans un contexte différent, c'était la fin du premier confinement, l'été est là, peut-être la joie de se faire réélire, et puis on est replongé dans cette crise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Est-ce que finalement, avec le recul, si vous aviez pu voir l'avenir, est-ce que vous auriez dit on va peut-être pas faire baisser tout de suite cette taxe foncière communale ? Quand on l'a fait baisser, on était encore au cœur de cette crise sanitaire. C'était un engagement de campagne, c'était le premier engagement de mes 15 grands engagements de campagne. Et ça permet de marquer aussi le coup du retour. Voilà, le retour, la rupture, et puis de la même façon, les adjoints ont eu une baisse de leurs indemnités de 60%, et le maire, moi je me suis baissé mon indemnité de 35%. On a fait un choix fort. Ça, vous ne regrettez pas ? Non, parce que ça nous permet d'être clair et de regarder les carriéroises et les carriérois les yeux dans les yeux. On est là parce que vous nous avez demandé politiquement de revenir. On n'est pas là pour les quelques centaines d'euros qu'on prend à la fin du mois et qui sont loin de compenser le temps et qu'on y passe. Autre sujet local sans transition, et un sujet qui a beaucoup fait parler du côté de Carrières-sous-Poissy, c'est la mer de déchets sur la plaine de Triel. C'est 30 000 tonnes de déchets qui polluaient des centaines d'hectares sur cette plaine. Selon les chiffres, le déblaiement avait commencé il y a 1 an. Aujourd'hui, il est terminé ? Oui, c'est quasiment achevé grâce à l'action du conseil départemental et à son intervention financière. C'est un sujet là d'ordre presque national. Il y avait eu des déplacements de ministres beaucoup de déplacements de ministres, beaucoup d'acteurs associatifs et de lanceurs d'alerte qui ont permis que ça se bouge. Aujourd'hui, l'enjeu, il est de savoir ce que nous allons faire de ces plusieurs centaines d'hectares.
quel aménagement on souhaite pour cette ancienne plaine maraîchère. Voilà. Nous, on a mis en Quant aux place... déchets, ils ont été traités. Les déchets ont quasiment tous été évacués, ils sont traités ou en cours de traitement. Le département a fait un gros travail et aujourd'hui, je vous dis, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette plaine. Nous, on a mis en place une commission extra-municipale pour discuter de ces projets d'aménagement. Moi, j'ai le souhait qui est multiparcellaire, beaucoup au département, en partie, beaucoup à des propriétaires privés, à de l'État. Donc, le département est en train de faire de l'acquisition foncière. On discute avec lui, on auditionne. Moi, j'ai le souhait de travailler sur la résilience alimentaire. La crise du Covid, elle a montré aussi que les chaînes d'approvisionnement alimentaire, elles sont fragiles. Et donc, ces centaines d'hectares alimentés Paris pendant près d'un siècle. Et donc, je crois qu'on peut avoir une agriculture périurbaine de proximité en circuit court. Moi, je me bats pour ça aujourd'hui. Et donc, vous avez une commission municipale qui rassemble des citoyens, des associations et des élus pour débattre de tout ça. Un sujet, direct, on va revenir à l'actualité nationale et qui concerne aussi les mairies et le maire que vous êtes. C'est le début de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Ouais. À l'Assemblée nationale, aussi appelé projet de loi sur le séparatisme, qui fait suite au discours des Mureaux du président de la République. C'était début octobre. Ce projet de loi nourrit beaucoup de débats et discussions. Il concerne le domaine religieux, c'est peut-être pour cela. 70 articles qui seront encore discutés pendant une semaine. Certains portent sur l'encadrement et le contrôle des associations. Pour celles qui ne respecteront pas le nouveau cadre d'engagement républicain qui leur seront soumis, il sera possible de leur retirer les subventions votées ou versées donc par les mairies notamment. Écoutez à ce propos le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il s'exprimait lundi dernier à l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Oui, nous pensons que des officines aujourd'hui sont en œuvre. Pas simplement dans les lieux de culte, dont nous verrons que nous avons des dispositions extrêmement fortes pour garantir leur indépendance, leur autonomie, pour que le culte s'occupe du culte et que la politique s'occupe de la politique sans jamais distinguer autre chose que ces deux points. Mais dans le monde associatif, malheureusement gangréné, nous le savons, les expériences élus locaux le montrent. Le contrat d'engagement républicain porté par la ministre déléguée, la possibilité de suspendre des activités associatives en attendant des jours meilleurs, la possibilité de dissoudre des associations qui sont de véritables officines. L'expérience d'élu local qui est la vôtre, puisque Gérald Darmanin aussi, elle évoque, est-ce que vous avez, vous, par exemple, sur le territoire de Carrières-sous-Poissy, des associations qui peuvent être comparées à des officines et qui développent des pratiques contraires aux valeurs de la République? Là, je reprends les termes du ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est des pratiques qui ont cours sur votre territoire? Alors déjà, la lutte contre le séparatisme, elle était attendue, elle a été souhaitée par de nombreux élus locaux. Là-dessus, moi, je dis un point. Le projet de loi est bon. Alors moi je vous dis que la démarche il ne faut pas la jeter avec l'eau du bain simplement par principe binaire d'opposition. Néanmoins ce texte il doit être observé, il doit être débattu, il doit être discuté, il est complexe, il y a des choses qui n'allaient pas, les associations d'élus se sont beaucoup prononcées là-dessus et moi je partage en grande partie leurs préoccupations, notamment sur la place et le rôle du maire dans la lutte contre la radicalisation. Il y a des choses qui ne sont toujours pas dans ce projet de loi comme l'accès aux fichiers S notamment et ça pose un sujet. Moi je vais vous dire sur la question des associations. Aujourd'hui j'en ai pas reconnu comme tel par le projet de loi. Néanmoins, nous, on a fait quoi? On a mis en place, dès notre arrivée fin juin, début juillet, une charte d'engagement réciproque entre la ville et la municipalité et les associations. Et là-dedans, vous avez un article spécifique sur la laïcité. On s'est inspiré de la charte proposée par l'Association des maires de France. La quasi-totalité de nos associations l'ont signée. Celles qui ne demandent pas d'argent. Non, mais celles qui ne demandent pas d'argent, je dirais, elles n'ont pas de lien. Par contre, si elles veulent après un appui logistique ou une communication avec la ville, elles devront signer cette charte. Les associations qui n'auront pas signé cette charte ne bénéficieront d'aucun d'accompagnement municipal. Et moi, ça me choque pas qu'il y ait ce contrôle. Il est temps de savoir d'abord où va l'argent public, on le doit aux contribuables, et deux, la France est une république, la République est un projet politique et un projet laïque. Et il n'y a pas de sujet, du coup, de problème particulier, par exemple, à la Carrières-sous-Poissy. Je vous pose la question sans avoir d'informations, mais vous, est-ce qu'on vous a fait remonter dans les services? On a créé un conseil local de la laïcité à Carrières qu'on va mettre en place. Et on vous a pas alarmé sur des sujets? Je dis juste que ce conseil va nous permettre de faire un tour d'horizon. Je suis connu pour être un républicain et un laïque convaincu. Il n'y aura de ma part aucune compromission et aucun compromis possible avec celles et ceux qui sortiraient du rang de la République. Le point concernant cet encadrement plus fort des associations, vous le soutenez en tout cas? Moi je le soutiens puisque je l'ai mis en place dans ma commune et c'est normal de le faire. Peut-être que l'État s'est inspiré de ce qui se passe à Carrières-sous-Poissy. Je sais pas. On va parler d'un autre sujet puisque vous êtes aussi, je le disais en début d'émission, et direct conseiller régional. Vous êtes même président d'un groupe de gauche, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Du groupe des élus écologistes et progressistes au conseil régional. En tant que président, j'imagine, de ce groupe, vous serez candidat en juin prochain si
les élections sont maintenues. Je souhaite pouvoir être candidat et être réélu au Conseil régional d'Île-de-France parce que c'est un échelon territorial pertinent pour les politiques publiques qu'il peut mener, notamment l'accompagnement des mairies, mais aussi la mise en schéma, la mise en cohérence des politiques publiques au niveau francilien, parce qu'il y a quand même une pertinence sur le territoire francilien. Et aujourd'hui, oui, je porte l'espoir d'une région plus écologique, plus en phase avec les principes. À gauche en tout cas, qui referait le choix du progrès, oui, ça c'est sûr. Vous êtes un opposant notoire à Valérie Pécresse Mon groupe est dans l'opposition, oui. Dans votre groupe est dans l'opposition, mais il est assez hétérogène tout de même. Il y a visiblement de la gauche, du LREM. Oui, alors c'est un groupe... On connaît peu les élus régionaux. Non, mais c'est pas... pour ça que Non, alors c'est un groupe qui n'est composé que d'élus qui se situent dans l'opposition à Valérie Pécresse. D'accord. Aucun élu ne vote le budget de la majorité LR, Libre, UDI, Modem de Valérie Pécresse. Nous proposons et nous travaillons un projet alternatif. Nous avons créé un intergroupe d'ailleurs avec ELV, l'EPS et les autres forces de gauche. Il y a beaucoup de groupes à gauche à la région. Vous avez plusieurs groupes d'opposition. Il y aura beaucoup de candidats du coup. C'est ma question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats. Parce qu'il y a Julien Bayou chez les Verts, Clémentine Autain à LFI, Audrey Pulvar... plutôt séduit par la démarche innovante, sincère et profondément humaine que porte Audrey Pulvar aujourd'hui. D'accord. Merci Eddy Hay. Merci à vous d'avoir participé à cette hebdo politique sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le maire de Carrières sous Poissy, conseiller communautaire et aussi conseiller régional. Merci encore. Merci. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain sur Sensation. L'hebdo politique.